Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Angleterre. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Certainement l'effet pilier de ce podcast, Julien Laurence qui est avec nous évidemment comme chaque semaine. Salut Jules. Salut Nico, salut à tous. L'homme du podcast After Allemagne est aussi avec nous. Salut Jérôme Sillon. Salut Nico, salut Jules, bonjour à tous. Tu n'es pas que le podcast After Allemagne évidemment à RMC, tu es beaucoup d'autres choses. On t'a convoqué en revanche cette semaine dans le podcast After Angleterre, Jérôme, parce qu'on va parler du sélectionneur allemand des Three Lions, Thomas Tuchel. Peut-il séduire les observateurs anglais, l'opinion publique, les médias, les passionnés de foot en Angleterre? Certains étaient sceptiques à sa nomination. Il ne doit pas louper, c'est vrai, ses grands débuts cette semaine, ce 21 mars contre l'Albanie et le 24 lundi prochain contre la Lettonie, deux matchs de qualif pour le mondial 2026. Plusieurs choix dans sa liste qu'on va commenter bien sûr, qui font beaucoup parler chez toi Julien. Les retours d'Anderson, Rashford ou la convocation de Kyle Walker entre autres. On va en débattre. D'abord Julien, 3 mois qu'il est en poste réellement depuis le 1er janvier 2025, Thomas Tuchel. Et avant même ses débuts, après 2 récentes confs de presse, Tuchel, est-ce qu'il a globalement satisfait, séduit l'opinion publique anglaise? Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Il y a un parti plus conservateur de l'Angleterre qui disait qu'il faut absolument un Anglais à tête de la sélection, c'est un Allemand. Est-ce que tu sens que le vent peut commencer à tourner désormais pour lui? Je pense qu'il a plutôt bien commencé en tout cas dans sa communication, déjà quand il avait été intronisé, puis encore là en début de rassemblement forcément, quand il a annoncé sa liste aussi la semaine dernière. On le connaît, hein, c'est plutôt un charmeur, il s'exprime plutôt bien dans la communication, il maîtrise en général, en tout cas quand les choses vont bien, en tout cas au début de ses aventures, que ce soit en club ou là en sélection. Donc je trouve que pour l'instant en tout cas il a pas fait de faux pas, il a dit ce qu'il fallait dire, il savait très bien qu'il allait être... qu'on allait lui poser des questions sur l'hymne national par exemple, est-ce qu'il va chanter le God Save the King? Non, je pense qu'on peut leur dire aux Anglais, il chantera jamais le God Save the King, même s'il s'en est sorti par une petite pirouette l'autre jour en disant oui, il faut que ça se mérite de chanter l'hymne national. Oui d'accord, ok, mais voilà, je pense qu'il a plutôt bien répondu, même là où il y avait des pièges. Après de toute façon le terrain sera sa réponse principale, mais dans ce qu'il a pu faire pour l'instant, dans ce qu'il a pu dire, dans ce qu'on nous a briefé aussi, parce que les Anglais sont très forts au niveau de la fédération pour faire filtrer un petit peu toutes les bonnes choses qu'il a faites, reconfigurer les espaces de vie à l'hôtel des Anglais dans leur Clairefontaine à eux, s'il a mis en place à l'entraînement par exemple, un petit peu le discours qu'il a eu à ses joueurs sur sa volonté, parce que de toute façon il est là pour le court terme, hein, il est là pour gagner la Coupe du Monde 2026, après il fera autre chose, donc pour l'instant c'est vrai qu'on a les bons échos de la part de Tuchel et du camp anglais. Alors c'est vrai que la pression, encore qu'on lui cherche des poux, qu'il marche sur des œufs, Thomas Tuchel. Certains lui reprochent trop d'aller-retour chez lui en Allemagne. Écoutez sa réponse, il est toujours très habile en communication. Je pense qu'il ne faut pas confondre la période d'octobre à janvier et celle depuis. Avant janvier, je n'étais pas en poste, donc je passais beaucoup de temps en Allemagne. Mais depuis janvier, je suis en poste et je suis basé à Londres. J'ai passé de nombreux jours à St. George's Park. Dans cette période, je crois que j'ai été voir près de 25 matchs au stade pour voir les joueurs en live. Mais tu as raison, de temps en temps, je voyageais en Allemagne pour voir mes enfants. Julien, là, il prend la mesure de la pression du peuple anglais. Je pense qu'il n'a jamais connu ça. Même au PSG, c'est encore un étage supérieur, là. Ah, c'est sûr. Alors, il l'avait connu un petit peu à Chelsea, mais Chelsea, c'est pas la sélection anglaise. Les sélections, ça dépasse tout. Ça dépasse Liverpool, United, Chelsea, Arsenal, tous les clubs que vous voulez. Rudy Garcia habite à Milan, il est sélectionneur de l'équipe de Belgique. Donc, à un moment... Je pense que ça fera pas une grande différence à mon avis là où il habite, mais oui, c'est vrai que il a été pas mal critiqué entre novembre et il avait décidé de commencer le 1er janvier en fait. Il aurait très bien pu prendre le dernier rassemblement, même celui d'avant. Il a voulu attendre de commencer le 1er janvier. Bon voilà, ça peut se comprendre aussi, mais c'est vrai qu'il est assez présent quand même depuis le 1er janvier, chaque week-end sur les terrains anglais. Je l'ai croisé plusieurs fois. Il est là, il fait le travail. À partir de là, c'était la polémique que certains cherchaient aussi, comme l'hymne national, ils l'ont trouvé, mais lui, je pense que ça l'a jamais vraiment dérangé. Jérôme, il y a un domaine dans lequel il excelle aussi, au-delà de ses coachings, souvent, Thomas Tuchel, c'est la communication. Il y a le sourire permanent, et on se rappelle de la calinothérapie au Paris Saint-Germain, et il a fait pareil aussi en Allemagne, il fait ça encore en Angleterre. Ouais, moi j'adore parce que je trouve qu'il est vraiment capable d'amener les joueurs avec lui. Il est effectivement très tactile. On l'a vu notamment quand il a rencontré les joueurs pour la première fois au tout début du rassemblement de l'équipe d'Angleterre en début de semaine. Il a pris tout le monde par l'épaule. Soit c'est une belle embrassade, soit c'est une franche accolade. En plus, il est très grand, donc il est capable. Finalement, il y a que Dan Burn qui est plus grand que lui et il a dû regarder en haut. Mais sinon, c'est vrai qu'il a cette stature, cette espèce d'aura qui se dégage et il est capable, voilà, vraiment d'emmener les joueurs avec lui. Je trouve
que c'est toujours une de ses grandes qualités. En plus, il parle un anglais exceptionnel, donc c'est un atout supplémentaire vis-à-vis de la presse qui est très exigeante. Il a même rencontré le prince William, donc on peut pas lui reprocher de passer trop peu de temps en Angleterre, je trouve. Non, franchement, moi je trouve que ses débuts sont aussi particulièrement réussis. Il y a peut-être, si on doit chercher la petite bête, son interview chez nos confrères d'ITV, grande chaîne de télévision en Angleterre, où il a quand même mis un petit scud à Gareth Southgate et la façon dont l'équipe d'Angleterre a joué durant l'Euro 2024, qui peut être source de petites polémiques, parce que c'est vrai qu'il a dit très clairement que l'équipe avait manqué d'ambition, qu'elle n'était pas suffisamment excitante à voir jouer. Donc c'est peut-être le seul petit grain de sable, mais sinon moi je trouve qu'il fait des débuts tout à fait positifs en tant que sélectionneur des Three Lions. Julien, franchement, il prend un risque, Tourelle, quand il s'en prend à la période de Southgate en Angleterre? Non, je crois pas du tout. Southgate était critiqué pas que par nous, hein, mais beaucoup chez nous aussi, mais pour justement son conservatisme, on va dire. Et puis c'est pas la continuité. Tourelle, c'est pas du tout ça. Lui, je pense qu'il a voulu s'inscrire très vite dans la rupture avec ce que Southgate avait pu faire, notamment sur le terrain, tactiquement, dans l'approche des matchs, dans la gestion des matchs aussi, dans la gestion des émotions. Southgate a fait plein de bonnes choses. On n'est pas là pour critiquer Southgate. Il a fait plein de bonnes choses. Mais on a aussi vu ses manquements. On a aussi vu ses limites pendant les 8 années qu'il a passées en tête de la sélection, avec des très bons résultats. 2 finales d'Euro, un quart de finale de Coupe du Monde, une demi-finale de Coupe du Monde. Donc bon, il y a un moment, c'était très positif par rapport surtout à ce qu'on avait connu avant en Angleterre. Mais c'est vrai que Tuchel, je pense, dès le départ, avait voulu se démarquer vraiment de Southgate. Alors même si dans le man management, lui aussi, Southgate était aussi très bon, c'était sa grande qualité d'ailleurs. Mais je pense que footballistiquement parlant, Tuchel a vraiment voulu montrer la rupture en disant voilà, moi c'est pas la même chose, c'est différent, lui a fait ses trucs, moi maintenant je veux de l'intensité, je veux du rythme, je veux une équipe qui attaque et pas simplement ce qu'on a pu voir sous Southgate. Quand il dit justement, je veux, tu as raison, un format, une philosophie plus offensive, plus directe, façon Première Ligue, est-ce qu'il le fait aussi pour faire vibrer la corde patriotique anglaise ou parce que ça peut vraiment lui ressembler et il sait qu'il a les moyens de le faire avec sa liste, avec ses joueurs? C'est une bonne question, Nico, parce qu'on sait qu'il a eu des équipes qui ont très très bien joué offensivement, qui ont été très bonnes avec le ballon, mais il a aussi eu des équipes qui étaient surtout très fortes défensivement. Même le PSG, même sa première saison au PSG, ses 2 premières saisons, c'est très fort défensivement. Oui. Déjà à Chelsea, il était passé dans une défense à 5 dès qu'il est arrivé. Ils avaient été très forts défensivement, ils avaient gagné la Ligue des Champions de façon plus pragmatique que vraiment avec un football super bien léché offensivement et tout ça. Donc il est capable d'un petit peu de tout et on va devoir attendre. Peut-être pas forcément l'Albanie, la Lettonie, parce que c'est pas non plus des adversaires de très grande qualité, mais il faudra voir un petit peu ce qui nous a réservé, ce qui va nous préparer tactiquement avec cette équipe-là. Mais moi, je pense qu'il est capable de tout faire, de jouer beaucoup mieux au ballon que sous Southgate, sincèrement, avec plus d'intensité, un meilleur pressing, mais qu'il est aussi capable de faire de cette équipe une très belle équipe défensive. Alors, enjeu prioritaire également, n'est-il pas celui de rendre le maillot anglais plus léger, celui d'une sélection qui a du mal à supporter son poids? On le sait, aucun titre depuis 1966, c'est l'unique, une Coupe du Monde, et là tu l'as dit, pour cette mission absolue, remporter un nouveau titre de champion du monde 60 ans après. On l'a encore vu récemment dans les compétitions, au moment où l'enjeu se fait fort, les Anglais craquent, on l'a vu contre l'équipe de France également au Qatar, encore une fois. Écoutez ce qu'il disait justement, le poids du maillot est-il trop lourd? Thomas Tourelle. J'ai beaucoup entendu que ce maillot était lourd à porter. Je sais ce que les joueurs pensent. J'ai regardé l'Euro. J'ai senti des joueurs sous tension. Il faut qu'on change cela. Nous avons des joueurs expérimentés qui ont l'habitude de remporter des trophées en club. On a tout pour retrouver de la confiance. On a ces matchs de qualification comme première étape. Puis on essaiera de tout donner aux États-Unis. Jérôme, tu le penses capable d'alléger cette énorme chape de plomb populaire en Angleterre? Je pense qu'il a tout, il a le talent pour communiquer, pour emmener les joueurs encore une fois, il a cette expérience, il a gagné la Champions League avec Chelsea, il a gagné 11 trophées majeurs, il est passé par les plus grands clubs, il connaît beaucoup de joueurs, y compris dans son effectif, qui connaissent son mode de fonctionnement, Reece James notamment à Chelsea, Harry Kane avec le Bayern bien sûr. Je pense que les joueurs de Manchester City sont sensibles aussi à sa façon de jouer, d'être, parce qu'il est proche de la philosophie de Guardiola. À mon avis, il a tous les atouts pour que ça se passe bien sur le terrain. Après, le poids du maillot en Angleterre, on sait que ça c'est un facteur, encore un truc un peu différent. Effectivement, il y a cette histoire, c'est le pays qui a créé le foot. Effectivement, en mode Coupe du Monde, c'est toujours très très lourd à porter. Donc là, il y aura peut-être un travail psychologique à faire et il aura sans doute besoin de joueurs relais, de joueurs qui ont tout gagné aussi en club pour pouvoir l'aider dans cette marche-là. C'est peut-être la seule inconnue parce que sur le terrain, la qualité des joueurs, il les a, la technique, il
il a la tactique et ses principes de jeu, on les connaît très bien, et s'il arrive à les appliquer, l'Angleterre sera redoutable. Qu'est-ce qu'il compte mettre en place, Julien, Thomas Tuchel, pour alléger l'atmosphère autour de la sélection et au sein de la sélection surtout? Ouais, c'est marrant. Il est dans une de ses premières, on va dire, de ses premières thématiques, ça a été que de créer cet état d'esprit super uni. Ils ont fait beaucoup d'exercices à l'entraînement, mais aussi en dehors des terrains. Là, cette semaine, pour le fameux team bonding, donc que ton groupe se rassemble et se solidifie, on pourrait dire en France, ou soit super uni, super soudé, voilà, soudé. Ils croient beaucoup, par exemple, à ce qu'on voit en NBA, beaucoup, où les joueurs, les fameux high five des joueurs tout le temps, c'est ce qui, selon lui, est signe de ce groupe très, très solidaire, très, très soudé les uns pour les autres, etc., etc. Donc, il va essayer de créer ça, mais il a aussi été très clair avec les joueurs. Il leur a dit, voilà, d'ici, aujourd'hui et le début de la Coupe du Monde 2026, on aura 60 jours ensemble. C'est 24 entraînements. Donc, en 24 entraînements, 60 jours, t'as pas le temps, en fait, t'as pas beaucoup de temps, donc il va falloir que tout le monde y mette du sien pour pouvoir créer l'état d'esprit, pour pouvoir créer les principes de jeu, les mettre en place et tout ça. Il y a pas beaucoup de temps, donc il va falloir travailler très dur, et il a voulu mettre ça en avant tout de suite en disant on peut aller gagner la Coupe du Monde, on est assez fort pour ça, mais il va falloir que tout le monde travaille dans le même sens et tire dans le même sens pour y arriver. Donc la calinothérapie, on voit des images là, c'est très clair. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de temps, c'était très clair aussi. Et puis après, tactiquement, on sait pas trop. Moi, je pense qu'il ira vers un 4-3-3 qui pourrait peut-être, par rapport à l'effectif qu'il a, qui serait bien pour tous les joueurs et tous les profils qu'il a. Mais après, il peut très bien changer, il peut aussi s'adapter beaucoup. Le seul point d'interrogation, finalement, c'est est-ce qu'il va s'adapter, ou combien de temps il va mettre à s'adapter au football international, qui est quand même assez différent du football des clubs. Alors justement, l'autre problème qu'il a aussi, Nico. Vas-y, Jérôme. L'autre problème qu'il a aussi, Nico, c'est que le problème qu'il a pour ce rassemblement et affronter l'Albanie et affronter la Lettonie, c'est qu'il n'a pas tous ses joueurs à disposition. Il lui manque des joueurs qui, en principe, seront titulaires dans son équipe. Cole Palmer a déclaré forfait au début de la semaine. On sait que Bukayo Saka est blessé. Il manque aussi Trent Alexander-Arnold. Donc, il y a des joueurs quand même majeurs dans cette sélection-là qui ne sont pas présents. Et donc ça, effectivement, ça va lui faire prendre un petit peu de retard pour travailler peut-être d'ores et déjà avec l'équipe type, en tout cas celle qu'il imagine pour aligner lors du premier match de la Coupe du Monde 2026. Alors, il a convoqué un groupe élargi, 26 joueurs pour sa première liste et pour cette double confrontation à venir. Il y a une tonalité, Julien et Jérôme, faire confiance aux anciens, à commencer par Jordan Henderson, désormais à l'Ajax bien sûr. Sa présence parmi les 26, Julien, a fait réagir en Angleterre, et d'ailleurs pas uniquement pour des raisons sportives, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'avait pas vu, ce retour-là, sincèrement. Déjà parce que, à son âge, parce que c'est un peu compliqué pour lui en ce moment à l'Ajax, où il était titulaire, je crois, une fois sur les 8 derniers matchs, par exemple, avec Farioli. Parce que ça faisait aussi longtemps qu'il n'avait plus été rappelé en équipe nationale, parce qu'on considérait qu'il n'avait plus le niveau pour jouer à ce niveau-là. Je pense que les raisons pour lesquelles Tuchel a rappelé Jordan Henderson c'est pas pour le terrain. Il va pas être titulaire contre l'Albanie vendredi soir. Il sera pas titulaire, je pense, contre la Lettonie non plus. Il a surtout pas le niveau pour être là en 2026 à la Coupe du Monde des États-Unis. Il aura 36 ans. Là, encore une fois. Voilà, il aura 36 ans. Sur le court terme, il est là pour justement apporter ce leadership qu'il a toujours apporté d'ailleurs, pour toutes les critiques que j'ai pu lui donner. C'est pas un joueur que je kiffe du tout, mais en revanche, effectivement, c'est un bon leader, c'est quelqu'un qui est important dans le vestiaire. Et pour les premiers pas de Tuchel avec cette équipe-là, il avait aussi besoin de ça, lui, d'amener quelqu'un qui connaissait tout le monde, qui pouvait rameuter, qui pouvait justement, par rapport à l'état d'esprit dont on parlait tout à l'heure, solidifier tout ça un petit peu, souder tout le monde. Anderson, pour ça, est très bien, comme un Kyle Walker. C'est pour ça qu'ils sont là. Je ne sais pas s'ils seront là, encore une fois, pendant très longtemps, mais en tout cas, là, ça a un petit peu de sens, oui. Pourquoi Tuchel a convoqué Anderson? Écoutez sa réponse, c'était en conférence de presse. Sélectionner Jordan, ça a été un choix facile. C'est un véritable gagnant. C'est le capitaine de l'Ajax actuellement. Il enchaîne beaucoup de matchs là-bas. Il apporte du leadership, de l'énergie, son caractère à toutes les équipes pour lesquelles il joue. Ce sont les caractéristiques qu'on souhaite voir dans notre équipe. On veut une équipe excitante, agréable à voir jouer pour nos fans. Et Jordan peut apporter tout cela. Il y avait une polémique aussi, Julien, plus politique concernant Anderson, c'est quand il a rejoint l'Arabie Saoudite, sachant qu'il était solidaire également de la lutte contre l'homophobie. En Angleterre, quand il revient, ça a beaucoup fait jaser ce retour en sélection. Ouais, beaucoup. Alors déjà, quand il était parti en Arabie Saoudite, effectivement, il a dû essayer de se justifier. Il a fait plutôt
d'une façon assez maladroite quand même aussi, pourquoi il avait choisi l'Arabie Saoudite, alors qu'effectivement avant il avait été un des chantres de la lutte contre l'homophobie dans les stades et tout ça. Il avait vraiment beaucoup soutenu le mouvement LGBTQ+. Et donc là, c'est qu'il aille en Arabie Saoudite pour l'argent, clairement, pour rejoindre Steven Gerrard, mais aussi beaucoup pour l'argent, avec un salaire incroyable pour un joueur comme lui. Ça a beaucoup fait parler. Il avait essayé donc de se justifier. Ça avait été encore pire. Il avait fait qu'empirer les choses. Donc qu'il revienne là, ça a beaucoup fait tiquer. Déjà par rapport à son niveau sur le terrain, premièrement, et puis aussi effectivement par rapport à toutes ces histoires. Alors, Kyle Walker est là également. Il a 34 ans, il joue au Milan. Début plutôt moyen pour l'instant. Jérôme, es-tu surpris de le voir dans la sélection ? Non, pas surpris parce que c'est un joueur évidemment majeur, un joueur avec peut-être un des 5 plus expérimentés de cette équipe d'Angleterre et encore une fois Tuchel en a besoin, comme l'a dit Julien, pour guider la nouvelle génération, guider les plus jeunes à être performants. Après, si on regarde effectivement d'un point de vue sportif, est-ce que ça se justifie ? Bon, peut-être qu'il bénéficie aussi du forfait d'Alexander-Arnold parce que c'est vrai que depuis qu'il est arrivé au Milan en provenance de Man City, on peut pas dire que ce soit une franche réussite. Il n'a pas révolutionné la défense du Milan, il n'a pas apporté non plus tout ce que espérait le staff et les dirigeants rossoneri dans une équipe qui est en souffrance cette saison. Donc d'un point de vue sportif, oui, c'est peut-être une petite surprise, mais quand on regarde sa capacité à être un leader et un joueur expérimenté dans cet effectif-là, non. La question aussi, Julien, on en parle souvent le lundi soir, c'est l'hygiène de vie de Monsieur Walker. C'est le mode de vie également. Je ne sais pas si c'est calmé à Milan. Il avait quelques adresses favorites à Londres. Est-ce que tu le crois capable de se mettre en note de marche derrière Thomas Tuchel avec l'horizon 2026 ? Je sais pas, j'ai du mal à croire qu'il sera encore là en 2026, enfin qu'il sera au niveau pour la Coupe du Monde 2026 dans 18 mois. On l'a déjà vu sortir de boîtes de nuit, de bars avec des charmantes jeunes filles milanaises qui étaient aucune de ces deux femmes, parce que vous savez. Ah oui, d'accord, aussi à Milan, d'accord. On fera un autre podcast sur Kyle Walker un autre jour, mais oui, je suis d'accord avec Jay, pour l'expérience, c'est là, et c'est la même raison que pour Henderson. On aurait pu lui poser la même question dans la conférence de presse, il aurait répondu exactement de la même façon. Si Alexander-Arnold avait été fait, je sais pas si Walker aurait été pris, mais il aurait aussi pu le prendre pour ça, pour l'état d'esprit, la vie du groupe. En tout cas, pour l'instant, il en aura peut-être encore besoin au mois de juin, mais j'ai vraiment du mal à croire qu'en septembre prochain, qu'on voit encore Henderson et Walker dans cette équipe. Alors, la surprise. Après, il a aussi une flexibilité tactique. Il peut apporter aussi cette capacité à jouer 3e défenseur central, latéral droit aussi dans une défense à 4. Ça peut aussi être utile à Thomas Tuchel si jamais il a prévu d'essayer plusieurs systèmes. Ça, on ne sait pas encore. Marcus Rashford a quitté United, il est parti à Aston Villa, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ça va. Comment on qualifie d'ailleurs ses premiers mois à Aston Villa ? Ça avait bien commencé, Julien. Est-ce qu'il n'est pas en train de rentrer dans le rang tranquillement là ? Non, oui, peut-être si un petit peu. C'est vrai qu'il a toujours pas marqué, je crois, avec eux. Il a fait quelques passes décisives, notamment pour Marco Asensio. Mais en tout cas, il y a une nouvelle dynamique, ça c'est sûr. Après, qu'il soit revenu au niveau où il était très bon il y a 2 saisons, pas encore. Mais en tout cas, ça lui a fait beaucoup de bien de quitter Manchester, de quitter ce club-là aussi, mais aussi la ville, je pense, pour aller pas très loin. Birmingham, c'est pas non plus très loin de Manchester. Mais c'était un nouveau départ, en tout cas, dont il avait besoin maintenant. Ça peut durer 6 mois, ça durera peut-être un petit peu plus, ou il ira ailleurs l'été prochain, on verra bien. Mais il en avait besoin. Il a retrouvé le sourire, en tout cas, ça c'est sûr. Après, c'est toujours pas encore le niveau qu'il devrait afficher, ça c'est sûr, parce qu'il est capable de bien mieux que ce qu'on a vu encore avec Aston Villa. Mais je comprends que Tuchel est un peu surfé entre guillemets sur ce bonheur entre guillemets, on va dire, retrouvé de Marcus Rashford. Alors, surprise, première convocation pour Dan Burn, 32 ans, un des héros de la finale de League Cup remportée par Newcastle face à Liverpool. C'est lui qui avait ouvert le score, on s'en rappelle. Défenseur central. 2m02, tu as commencé à en parler tout à l'heure, Jérôme, ça fait des images assez cocasses, notamment lors du rassemblement. Le mec, il est frais, on a vu ses interviews, il a raconté, Julien, comment Dan Burn a vécu l'appel de Thomas Tuchel, il a attendu longtemps dans la soirée. Ouais, il a attendu, effectivement. Je pense qu'il n'y croyait pas, même quand les gens de la Fédé l'avaient appelé. D'abord, Tuchel a pris le soin, on va dire, parce que tout le monde ne le fait pas, tous les sélectionneurs ne le font pas, d'appeler chaque joueur individuellement avant l'annonce de la liste pour leur dire vous serez dans la liste, ou pour certains comme Morgan Gisdol qu'il a fini par rappeler après pour leur dire malheureusement pas cette fois-ci, en expliquant tout ça. Encore une fois, son côté
communicant, charmeur un petit peu, mais je pense qu'il a très bien fait. Et donc pour Burn, effectivement, à 32 ans, quand tu es passé par Darlington et Birmingham et Yeovil et des clubs comme ça, Wigan, que tu te retrouves en sélection, appelé donc quelques jours avant d'avoir en plus remporté ton trophée, ton premier trophée avec cette League Cup incroyable avec Newcastle contre Liverpool. Pour ton club en plus de cœur, toi qui es né à Newcastle, c'était une semaine de folie absolue. Il a sa place en sélection, Julien, ou pas, franchement, Dan Burn? Je sais pas, ça reste un besogneux, hein, ça reste quand même quelqu'un qui a charbonné pour y arriver. Moi j'aime beaucoup, c'est l'état d'esprit, encore une fois, on revient à l'état d'esprit qui est un petit peu finalement le fil conducteur de cette sélection aussi, de ce premier rassemblement pour Tuchel. Il veut ça, il veut des joueurs comme lui pour l'instant en tout cas. Après peut-être qu'il ira, Guéhi c'est plus talentueux, Colwill c'est plus talentueux bien sûr, mais il a aussi un passé, Dan Burn, qui je pense peut l'aider aussi dans ce genre d'environnement là. Vous préférez Maguire, les amis, ou Dan Burn? Profil, je pense, Nico, je pense qu'il a le profil Dan Burn, parce que pour une grande compétition, si tu écoutes bien les sélectionneurs, ils ont 23 joueurs à prendre. Tu vas prendre 11 titulaires, on va dire 6 remplaçants qui sont capables d'entrer ou même de débuter un autre match, et tu as besoin de joueurs qui savent qu'ils ne joueront pas du tout du tournoi. Et je pense que si tu emmènes un Dan Burn à la Coupe du Monde, le mec il va être tellement content d'être avec l'équipe d'Angleterre au Mondial, malgré ses 32 ans, il aura la fraîcheur pour pousser les titulaires et avoir toujours la banane, toujours avoir le sourire. Bon, là, on a fait des anciens, 3 trentenaires, plus Kyle Walker, plus Marcus Rashford, 27 ans. Il y a un gamin dont tu parles de plus en plus, Julien, forcément, parce que ses prestations impressionnantes en Angleterre, c'est un latéral gauche, Arsenal, c'est Lewis Kelly. Je te pose la question très clairement, il a 18 ans, est-ce qu'il est prêt? Quel serait son rôle? Est-ce qu'il va s'installer dans la sélection, ou est-ce qu'il bénéficie, lui, d'absence d'autres défenseurs et latéraux? Ouais, je pense qu'il y a une faiblesse au poste d'arrière gauche, ça c'est sûr, en sélection. Il n'y a pas Luke Shaw, il n'y a pas Ben Chilwell par exemple, qui sûrement les deux meilleurs latéraux, même si pour Chilwell ça a été plus compliqué avant son prêt à Crystal Palace, parce qu'à Chelsea ils n'en voulaient plus. Mais donc je pense qu'il a profité de ça aussi. Miles, il fait une saison exceptionnelle. Personne pensait qu'il serait à ce niveau-là cette saison, encore moins à ce poste-là qui est pas le sien non plus. Hein. Il a vécu toute sa formation au centre de formation d'Arsenal en tant que milieu de terrain, pas du tout en tant qu'arrière gauche, même s'il est gaucher. Mais la façon dont il s'est adapté, au système d'Arteta, à ce poste-là, avec quelques erreurs, bien sûr. Il y a le carton rouge contre Wolverhampton, il y a le match contre le PSV, il aurait dû être expulsé après une demi-heure de jeu parce qu'il est encore jeune, qu'il fait encore des erreurs, qu'il est encore un peu naïf, qu'il fait des fautes aussi parfois un peu inutiles et un petit peu bêtes. Mais il y a beaucoup de talent, ça c'est sûr. Et donc Tuchel aime les jeunes joueurs, il l'a jamais caché. Il aime bien travailler avec les jeunes joueurs. Et pour moi, Lewis Kelly en fait partie. Donc il n'y a pas de surprise, même si on aurait pu dire c'est un petit peu tôt quand même dans sa carrière à lui. Finalement, quand tu regardes bien, il n'y a pas trop de surprise non plus. Est-ce qu'il y a un grand absent de cette liste, les gars, Jérôme et Julien, sur les 26? Elle est large cette liste-là? Vas-y, oui, c'est parce que je pense que s'il y a un absent, c'est Bukayo Saka, mais c'est parce qu'il est blessé. Ce sera peut-être d'ailleurs le joueur qui permettra. Ouais, moins. Enfin, vu sa saison, je suis moins. Non. Je pense que si tu regardes l'effectif que tu as là, les 26 joueurs qu'il a pris là, et ensuite si tu imagines une composition d'équipe pour la Coupe du Monde 2026, selon moi, les deux qui vont intégrer l'équipe à coup sûr, bon, Palmer, il était dans la liste de départ, donc il y sera lui aussi, mais c'est Bukayo Saka, et je pense que c'est d'ailleurs peut-être le joueur clé qui permettra à Thomas Tuchel de passer d'un système à l'autre, ou en tout cas c'est la polyvalence d'un Bukayo Saka peut lui permettre d'imaginer plein de choses. En tout cas c'est comme ça que je le vois, parce qu'il est capable de jouer piston, il est capable de jouer ailier des deux côtés, même si on sait qu'il est plutôt à l'aise sur le côté ailier droit. Mais je sais qu'en Angleterre certains disent qu'il imagine peut-être même dans un rôle de piston gauche, parce que tu as un tel désert à ce poste-là que Bukayo Saka pourrait très bien occuper cette position. Julien? Ouais, je pense si. Il y a des jeunes joueurs qu'il aurait pu appeler. Hein. Adam Wharton, par exemple, même s'il a été beaucoup blessé cette saison, il aurait pu venir là. Et après, oui, tu as effectivement le cas Jack Grealish. Watkins, c'est pas dans la liste parce qu'il est aussi blessé. Grealish, il a une saison qui est quand même qui reste assez compliquée. Donc oui, tu as d'autres options, bien sûr. Tu as des joueurs encore plus jeunes aussi. Quand tu vois l'effectif des U21 qui va affronter notamment nos Bleuets à nous en France vendredi soir, tu as beaucoup de talent chez les U21. Liam Delap, par exemple, qui fait une très très bonne saison en Première Ligue alors qu'il est encore très jeune dans une équipe qui est en difficulté à Ipswich.
aurait très bien pu aussi être appelé parce que dans cette liste élargie là. Donc je pense qu'en septembre on verra encore d'autres joueurs que Tuchel va appeler et pareil jusqu'à la Coupe du Monde 2026 et après il fera son choix. Mais c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher aussi, parce que c'est maintenant en fait que ça gagne pour l'Angleterre. C'est maintenant. Tu as la génération de Southgate qui pendant 8 ans a été très proche, mais il a manqué quelque chose. Tu as aussi la jeune génération d'après qui arrive, qui est aussi très belle, très forte, avec Lewis Kelly notamment et puis d'autres. Donc il fallait juste quelqu'un qui te fasse gagner tout ça et qui te les amène encore un petit peu plus haut. Merci les gars, on a fait un beau podcast After Angleterre, génération début années 80, j'adore. Merci les Quadras, on s'est régalé. On se retrouve bientôt les gars, la semaine prochaine pour un nouveau podcast After Angleterre et qu'on débriefera également les premières de Thomas Tuchel sur le banc des Three Lions. Merci les gars et à très vite pour un nouveau podcast. Ciao. Merci Nico, ciao. RMC After Angleterre.